Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Donc je vous retrouve aujourd'hui, alors non pas pour vous faire mon book haul d'octobre, même si nous sommes en novembre, mais bien celui de septembre. J'ai pris pas mal de retard sur les vidéos, je me suis mise un petit peu en pause pendant les vacances aussi, parce qu'évidemment pendant les vacances avec les enfants, c'est moins évident de tourner, et puis parce que j'avais aussi besoin d'une petite pause réseau, enfin surtout une pause Booksta. Donc voilà, là il faut que je récupère mon retard. Le problème c'est que la semaine prochaine nous serons le... Alors je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais il y a le 11 novembre qui tombe un mardi et le collège ferme ses portes le lundi pour faire le pont. Donc c'est pareil, je sens que ça va pas forcément être évident pour tourner des vidéos, pour pouvoir vous présenter des vidéos. Voilà, donc en tout cas, je vais essayer d'être un petit peu plus, de revenir à plus de régularité, même si c'est pas évident en ce moment, et même si je n'ai pas envie non plus de mettre trop de pression là-dessus. Donc on va commencer tout de suite, et puis je vais vous montrer les services de presse que j'ai reçus. Alors, je vais déjà vous parler de la dernière archive de Camille Sirex aux éditions Naos. Je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais plus où je l'ai mis. Je pensais l'avoir mis avec mes autres romans Naos. Je l'ai lu, hein. J'ai lu, il est chroniqué et tout sur Booksta, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas retrouvé avec mes autres romans Naos. Voilà, donc je ne sais pas trop où il est. Il est peut-être resté en haut avec les autres livres, mais là j'ai du rangement à faire, je n'ai pas le temps. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, en tout cas, je l'ai reçu en service de presse. On est dans un monde, enfin une ville qui est comme une sorte de grand cylindre où tout est par niveau. Et on va suivre, alors c'est Eulalie, si je me souviens bien, le nom de l'héroïne qui travaille aux archives. Alors elle est un petit peu... Alors en fait tout est par palier, c'est-à-dire que plus vous êtes bas dans cette espèce de cité cylindre, plus vous êtes bas dans la hiérarchie sociale. Et plus vous êtes haut dans la hiérarchie sociale. Et il est très difficile de passer d'un palier à l'autre. Et bien évidemment, hein, ceux qui sont sur les paliers de dessus ne veulent absolument pas laisser leurs privilèges à ceux qui sont en dessous. Eulalie vient des paliers supérieurs, mais contrairement à ses parents et à son frère, elle ne veut pas devenir magistrate, elle veut devenir archiviste. Donc c'est un petit peu le mouton noir de la famille. Bon, elle vit quand même de façon assez protégée jusqu'au jour où il y a une grande panne d'électricité dans cette cité. Qui est quand même assez tentaculaire en même temps, même si elle est cylindrique, elle est très 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 particulière. Et en fait, cette panne a été causée par un corps qu'on a jeté qui est tombé, qu'on a jeté dans le trou en fait, qui est au cœur du cylindre et qui a atterri sur des câbles électriques. Voilà. Et il se trouve que c'est un meurtre, donc Eulalie va se retrouver à enquêter un peu sur ce meurtre, bon, des choses qui lui paraissent un petit peu étranges, et puis il y a un inspecteur qui vient plus des bas-fonds, qui va lui demander son aide aussi, parce que les meurtres, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, sont liés, enfin, semblent liés aussi à la disparition de certains livres. Alors c'était très sympa de retrouver des titres de livres connus dans ce roman. Voilà, puis on voit toute la hiérarchie sociale qui existe, comme c'est compliqué. Il y a aussi, on parle de l'extérieur, qui serait, donc on se dit, est-ce que ce serait un monde un peu dystopique? Parce qu'apparemment à l'extérieur vivent encore des êtres humains, mais il y a surtout la guerre, la famine, la maladie. Il y a des gens qui essaient de pénétrer dans cette cité et ils amènent des maladies avec eux, donc ils sont repoussés. Donc il y en a qui vivent vraiment dans les bas-fonds de cette cité pour survivre. Il y a ceux qu'on appelle les marcheurs qui vivent dans cette cité mais qui n'ont même pas de... Ils sont appelés marcheurs parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe. Voilà, donc il y a vraiment ce système de hiérarchie qui est très très établi et qui est assez dur pour ceux effectivement qui sont tout en bas de l'échelle. En tout cas, ça a été un bon moment. Je ne sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, sinon j'en ferai le tri sur mon petit carnet et je vous en reparlerai. Je voulais vous en parler quand même parce que c'était une très belle réception de chez Naos. Puis ensuite, alors en graphique, j'ai reçu Polygone, alors de Antoine Pédron. Alors c'est le label combo des éditions d'Argo. Voilà, on est pareil dans le futur et on suit une famille qui vit à l'écart dans une forêt. Voilà, vous avez des couleurs comme ça très tranchées en fait, selon les moments. Voilà, vous avez une gamme de couleurs qui revient. Là, ils sont dans la nature, donc on est plus dans du vert avec un petit peu d'orange et de jaune. Les moments roses, c'est plus quand ils sont tous ensemble. Voilà, rose, violet, bleu.
il y a des couleurs comme ça assez marquées selon les scènes qui renforcent un peu le propos du graphique. Et donc cette famille vit à l'écart de tout. Il y a donc le père, la mère, deux garçons et une fille. Et l'un des garçons découvre un jour un robot qui ne fonctionne plus. Et il espère qu'avec ce robot, en fait, ils pourront faire plein de choses, notamment peut-être explorer d'autres planètes puisque la Terre est en train de se mourir. Et puis en fait, il y a plein de choses qui vont rentrer, qui vont faire écho à sa recherche, à sa tentative de remettre ce robot à niveau. Notamment, sa mère n'est pas d'accord, on va comprendre après pourquoi. On voit que sa sœur aînée en a marre d'être enfermée là, parce que, oui, c'est clair, ils sont en pleine nature, c'est sympa, mais ils voient personne d'autre, quoi. Il n'y a pas de cité à des kilomètres, et leurs parents ont quand même voulu fuir ces cités qui, pour eux, sont pas des endroits pour vivre. On va surtout parler, au-delà du propos de, voilà, effectivement, de peut-être conquérir une autre planète pour mieux vivre. On va surtout parler de la Terre en elle-même, et puis aussi de la planète Terre en elle-même, mais aussi de l'amitié, des liens qui lient cette famille, et de l'envie aussi. Ils sont jeunes, ils ont envie de découvrir autre chose, et c'est complètement naturel à cet âge-là de vouloir vivre autre chose. Et voilà, bon, ça va s'opposer un petit peu avec les parents. La fin est très belle, c'est très doux comme graphique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai reçu, je voulais faire dans le... Oui, plus ou moins dans le désordre. Alors, il y en a certains que j'ai lus, parce qu'évidemment, ça date de septembre. J'ai reçu aussi de la part de Naos, Fille de rouille de Gwendoline Kist, alors qui au départ avait été édité aux éditions du Chat Noir, qui malheureusement ferme. Et certains, ça va être le deuxième titre que Naos récupère des éditions du Chat Noir. J'ai adoré. On est dans du body horror. On va suivre, alors l'héroïne, c'est Phoebe. Elle revient, je crois, au début des années 2000. Est-ce que c'est noté? À Cleveland, c'est pas noté, je sais plus, ouais, ça doit être dans les années 90 ou début 2000. Elle revient à Cleveland. Il y a longtemps qu'elle n'a pas vu sa mère, son père est décédé, sa mère vend la maison. Et Cleveland, effectivement, ça a été une société, une ville qui était très prospère autrefois, puisqu'il y avait de nombreuses usines, industries. Là, notamment, on va parler d'Assyrie. Malheureusement, tout ont fermé les unes après les autres. Et c'est vrai que Cleveland ne s'est toujours pas remis, comme beaucoup d'autres villes industrielles aux États-Unis, mais aussi en France, mais en particulier aux États-Unis. Détroit, c'est pareil. Il y avait l'industrie automobile qui était très prospère. Et le jour où tout ça a fermé, plein de gens se sont retrouvés au chômage. Et effectivement, ce sont des villes qui ont coulé économiquement parlant, socialement parlant aussi, parce que le chômage, derrière, ça entraîne l'alcool, la drogue, les femmes maltraitées, les enfants maltraités. C'est tout un ensemble, malheureusement. Et voilà, donc c'est une ville assez désertique. Et donc Phoebe revient et elle se souvient des années 80 où elle fêtait la fin de son lycée, son diplôme, avec notamment sa cousine Jacqueline, dont elle était très très proche, sauf que la mère de Jacqueline n'était pas trop pour cette amitié, parce que Phoebe était vue un peu comme pas une marginale, mais quelqu'un un petit peu, bon, vous voyez, alors ça se passe dans Cleveland, mais là on va rester vraiment dans le huis clos d'un quartier. Donc dans ce quartier, elle est venue un peu comme une originale, parce qu'elle a une cabane dans les arbres, où elle a fait une grande cabane pour les insectes. Donc elle est vue un peu comme une marginale. Du coup, sa cousine aussi. On voit d'autres jeunes filles aussi qui sont un petit peu marginalisées pour des trucs qui paraissent complètement idiots, qui sont vraiment pas méchants. Après il y en a une quand même qui est enceinte. Donc vous imaginez, dans les années 80, 18 ans, elle est enceinte. C'était bon, c'est pas super bien vu. Et en fait, ces jeunes filles, sauf Phoebe, vont petit à petit être victimes d'un phénomène très étrange. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont commencer, il va y avoir du liquide qui va dégoûter d'elles, qui ressemble un peu à ce que peuvent recracher les usines. Elles commencent à avoir aussi de l'acier sous la peau. Voilà, donc on est vraiment dans ce côté body horror. Donc bien sûr, on est vraiment dans une dénonciation de la société de l'époque, et de toujours ce carcan qui existe sur ces jeunes filles. Mais en même temps, il y a un côté assez, il y a un côté fantastique et aussi un peu suspense, pour essayer de comprendre ce qui arrive à ces jeunes filles et comment vont réagir aussi les gens de ce quartier face à tout ça. C'est un très beau roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon voilà, encore une fois, de toute façon, c'était les éditions du Chat Noir et Naos, voilà, c'est deux très bonnes maisons d'édition, donc franchement, je vous le conseille. Alors, je vais peut-être essayer de vous faire les jeunesses. Alors, j'en ai... Je vais essayer de faire tout ça sans rien faire tomber, attention.
Cela, je vous en aurai normalement, je vous en aurai aussi parlé dans le cadre de ma palle du Black November. Il y a le gouffre de Laurent Petit-Mangin que j'ai reçu des éditions ActuSF. ActuSF. À chaque fois, je dis ActuSF. Actes Sud Jeunesse. Voilà, donc là, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre deux étudiants dans les Beaux-Arts qui font partie de la résistance. Malheureusement, ils sont un petit peu maladroits et ils commettent apparemment une erreur et l'un d'entre eux est tué. Et ils ont la lourde tâche de tuer le soldat allemand qui a tué leur camarade. Je pense qu'il doit être capturé. Ce soldat allemand parvient à s'enfuir et en le poursuivant, en fait, ils se retrouvent tous les trois pris dans un gouffre. C'est un roman très court, je n'ai pas encore lu pour le coup. Voilà, en fait, Actes Sud Jeunesse m'envoie des... Il m'avait contacté pour m'envoyer leurs deux premiers titres dans leur collection d'épouvantes. Et du coup, ils m'envoient très régulièrement des romans aussi. Bon, c'est très gentil à eux. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps de les caser. Là, je pense qu'il va falloir que j'essaie de faire des lectures un peu courtes pour réussir à caser tout ça. Et il m'a envoyé aussi celui-ci. Celui-ci, j'avoue qu'il me tentait beaucoup. C'est très jeunesse. Hein. C'est La boutique des ténèbres de Vincent Maudio et Enora Sabi. On va être dans une sorte de recueil de jeunesse, mais avec des enfants qui vont dans cette étrange boutique pour voir leurs vœux exaucés. Donc il y a un petit côté, je pense, un petit peu... non, celle-là, je ne vais peut-être pas vous la montrer parce qu'elle est un peu spoilante. D'ailleurs, elle m'a spoilé aussi, je pense. Mais voilà, on a des très belles illustrations, je trouve, qui sont faites par Enora Sabi. Voilà, un côté spooky, mais voilà, on reste dans de la jeunesse. Je pense, à mon avis, que 8 ans, ça peut être lu. Je pense 8-10 ans, ça peut être parfaitement lu. J'ai reçu de la part... Alors, c'est vrai que c'est un peu moins mon genre de lecture. Par contre... J'aimerais retrouver le tome 2. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le tome 2. C'est les éditions Point qui m'ont contacté pour me proposer le tome 1 en poche et m'ont proposé de me glisser le tome 2 dans le colis en même temps. Je suis bah oui, avec plaisir. C'est L'Oiselleuse de la Reine d'Isabelle Duquesnoy. Donc ça, c'est le tome 1, Le Château des Soupirs. Donc c'est sorti chez Point. Et puis le tome 2 est sorti chez Verso. Donc le tome 1 était sorti aussi avant chez Verso. Alors, Isabelle Duquesnoy, j'avais déjà un ou deux livres d'elle dans ma palle que j'ai pas eu le temps de sortir. Là, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de les lire. On est plus dans l'historique, en fait. On va suivre cette jeune femme qui va devenir l'oiseleuse de la reine Marie-Antoinette. En fait, au tout départ, elle n'a pas un avenir terrible, terrible qui l'attend. Donc, elle se résout à épouser un noble qui est beaucoup plus vieux qu'elle, qui est un peu libidineux. Bon, voilà, c'est pas un mariage très joyeux, mais il va lui apprendre à se tenir en société, il va lui apprendre les règles de la noblesse. Il va décéder et petit à petit, elle va se prendre... Parce que c'est lui au départ, je crois qu'il y a une passion pour les oiseaux et pour les plumes des oiseaux. Et elle va devenir, je pense, voilà, petit à petit, l'oiseleuse de la reine. Donc ça doit être pas mal. Je sais pas par contre si c'est en 2 tomes ou en 3, mais voilà. Donc j'ai pas encore eu le temps de les lire pour le moment. C'est vrai que je lis moins d'historique, mais j'avoue que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup avant aussi. Un autre que j'ai reçu aussi, qui est plus du policier cette fois, c'est Passera de Maya Oti. Alors c'est chez Hello Édition, mais cette année je suis en partenariat avec le Scriptorium, qui est à la base... une agence qui aide à promouvoir les auto-édités ou les petites maisons d'édition. Donc là, c'est le deuxième roman que je reçois en plus de leur part et de Maya Oti, qui est une autrice que je découvre. D'ailleurs, beaucoup de gens qui lisent des polars sont venus m'en parler sur Instagram en disant qu'ils aimaient beaucoup cette autrice. Donc c'est avec plaisir que j'ai lu ça doit être le dernier, celui-là, je pense, Passera. Juin 2025, c'est peut-être le dernier. Voilà. Et maintenant, le Scriptorium sont en train de développer leurs propres livres qu'ils éditent eux-mêmes. Et là, je suis repartie pour un an de partenariat avec eux jusqu'à fin 2026. Voilà. Donc, bon, après, ils proposent beaucoup de livres en numérique. Moi, c'est vrai que pour l'instant, voilà, je suis plus sur le papier. Puis, de toute façon, je ne peux toujours pas télécharger de livres sur ma liseuse. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais c'est vrai que j'ai tellement de livres papier à faire que pour l'instant, voilà, c'est pas dans mes priorités, on va dire. Alors, Passera, on va suivre un couple. Alors, c'est Quentin et Sophie. Oui, Sophie, parce qu'on va avoir beaucoup de références à la comtesse de Ségur. L'action se déroule près du château qui a vu la comtesse de Ségur vivre sa vie d'adulte. Alors, moi, je ne savais pas. Elle est russe, en fait, à la base. À la comtesse, je ne sais plus quel est son vrai prénom. Elle est russe à la base. Ses parents ont quitté la Russie. Apparemment, son
père, d'après ce qui est dit dans le livre, son père avait un poste très important à Moscou et il aurait fait partie de ceux qui ont mis le feu à Moscou pour que Napoléon ne puisse pas envahir Moscou. Bon, apparemment, ça lui a quand même joué des tours. Alors, il a empêché la Russie d'être envahie par Napoléon, mais en même temps, bon, apparemment, le tsar n'était peut-être pas super content, donc ils ont fui plus ou moins la Russie, ils sont venus s'installer en France, mais avec tous leurs biens. Hein. C'est pas comme la Révolution russe, où vous avez plein de nobles qui sont arrivés avec seulement ce qu'ils avaient sur eux. Là, non, ils sont riches. Elle a épousé un noble français. Alors au début c'était je pense un mariage quand même d'amour, pas vraiment un mariage arrangé, mais lui a donné plein de coups de canif dans le contrat, c'est-à-dire qu'il allait tout le temps à droite à gauche. Voilà, donc elle a commencé à écrire ses histoires, elle n'a pas toujours eu une vie facile d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on a l'image de l'autrice des Malheurs de Sophie, des petites filles modèles, tout ça, de choses un petit peu humoristiques hein, pour la jeunesse. Mais voilà, elle a eu une vie quand même assez intéressante, on en parle pas mal dans ce livre, et là on va suivre Sophie et Quentin qui vivent ensemble, et Sophie est atteinte du syndrome de Noé. Je ne connaissais pas ce syndrome, et c'est en fait des personnes qui veulent à tout prix sauver tous les animaux, c'est-à-dire qu'elle récupère tous les animaux qui passent, des chiens, des chats, des lapins, des hamsters, des souris, voilà, des souris apprivoisées, voilà. Tous ceux que les gens abandonnent ou qui sont blessés, sauf que le problème c'est que c'est vraiment une maladie, c'est-à-dire que ça n'a pas de limite et au bout d'un moment vous ne pouvez pas recueillir tous les animaux chez vous, c'est pas possible, ne serait-ce que pour des raisons, alors pas seulement d'hygiène, mais surtout pour le bien-être des animaux, parce que ces animaux, il faut les nourrir déjà, donc ça coûte une blinde, hein, on va pas se mentir. Il faut les soigner, le veto coûte aussi une blinde. Voilà, il faut leur faire des vaccins. Enfin, ce sont des animaux domestiques quand même, donc, ou qui ont été domestiqués. Quand elle n'a pas un furet, par exemple, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des furets chez eux, par exemple. Et voilà, et ça devient, alors au niveau hygiène dans la maison, c'est une catastrophe, et puis surtout, elle ne les soigne pas, ces animaux, donc ça pose problème, parce qu'elle n'a pas les moyens d'eux, et elle ne peut pas s'en empêcher, donc Quentin commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, et puis il y a des animaux qui commencent à disparaître. Bon, il y a plein de choses un peu étranges. Alors, reste dans du policier, pas dans du fantastique. Des choses étranges qui vont se passer. Mais alors surtout, j'ai été surprise par la fin, mais il y avait quelque chose qui m'avait complètement échappé. Pourtant, je veux dire, j'en ai lu des thrillers et c'est rare que je passe à côté. C'est une bookstagrammeuse qui est venue m'en parler, mais elle dit, mais attends, enfin, elle m'explique les choses, je peux pas vous le dire, je vais complètement vous spoiler. J'étais sûre, j'ai un doute. Du coup, je suis allée demander directement à l'autrice, et l'autrice me dit, oui, elle dit, celle qui t'a dit ça a bien raison. Je n'ai pas vu du tout le truc. Je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai été surprise par plein de choses à la fin, mais ça, je ne l'ai pas vu. Et l'autrice me disait, il y a des gens qui s'en rendent compte tout de suite, des gens qui s'en rendent compte au fur et à mesure de la lecture, et des gens qui en fait, ne l'ont pas compris. Et c'est vrai que c'est excellemment bien fait, parce que oui, quand on relit les passages, tout ça, quand on se dit oui, effectivement, mais c'est excellemment bien fait. Et j'étais pas la seule, j'ai discuté avec une autre bookstagrammeuse aussi qui n'avait pas vu non plus, comme moi qui était passée à côté. Donc très diabolique ce roman. J'ai reçu aussi, alors ça c'était un envoi sauvage de Mera, donc plus du policier aussi, qu'est-il arrivé au Bennett de Lisa Scottolin, où là on suit la famille Bennett qui va être attaquée alors qu'ils sont sur la route. Alors je ne sais plus s'ils partent en vacances ou s'ils en reviennent. Ils sont attaqués par des criminels, je pense que ça va très mal tourner, mais les criminels vont mourir si j'ai bien compris le résumé. Et malheureusement, il se trouve que ces criminels font partie d'un cartel de la drogue, on est aux États-Unis. Donc la famille Bennett va être obligée d'intégrer le programme de témoins de protection du FBI. Sauf que ce programme, il est normalement plus fait pour des criminels repentis qui ont trahi leurs anciens camarades criminels. Donc pas vraiment adapté à cette famille. Puis ces programmes, je ne sais pas si vous connaissez un peu, on en parlait beaucoup avant dans les séries américaines, on voit beaucoup moins maintenant, mais voilà, c'est-à-dire que vous êtes obligé de changer de nom, vous êtes obligé de dire au revoir à toute votre famille, tous vos amis, à changer complètement de vie. Puis du jour au lendemain, il faut toujours être méfiant, et du jour au lendemain, vous pouvez quitter à nouveau la vie que vous êtes reconstruite, parce que s'il y a danger de mort, et bien hop, on recommence et on recommence une vie ailleurs. Donc je crois que les Bennett ne vont pas être tout à fait d'accord pour cette vie. Donc je ne sais pas vers quoi on va aller. Est-ce qu'il va y avoir une histoire de vengeance? Ou est-ce qu'ils vont être... Bon, évidemment, ils vont être poursuivis par le cartel. Est-ce qu'ils vont les retrouver? Je ne sais pas trop. C'est pareil. Comme je l'ai moins de policiers pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Je vais vous faire un petit débrief rapide. J'ai eu pas mal de...
Ouais, je sais pas dans quel ordre les mettre. Je vais vous mettre ceux que j'ai déjà lus. Celui-là, je viens juste de le finir. C'est La malédiction de Waterdown de Maria Alevski aux éditions Château d'Âme. Encore une fois, magnifique. J'adore vraiment ce qu'ils font. Alors là, ils sont en ce moment, là, ils sont en train de recruter leur nouveau partenaire pour 2026. Si vous voulez postuler, c'est le moment. Il suffit d'aller sur le Bookstagram des éditions Château d'Âme. Bon, moi, j'ai repostulé. Je ne sais pas si je vais être reprise parce qu'il y a quand même pas mal de romances dans leurs livres. Et alors, j'aime bien en lire de temps en temps et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Mais mon compte va peut-être plus vraiment correspondre non plus à ce qu'ils recherchent. Donc, à voir. En tout cas, j'ai repostulé. On verra bien. Par contre, c'est un tome 1. Donc, c'est pas marqué, mais c'est bien un tome 1. On suit trois sœurs qui sont obligés de retourner à Waterdown où leur grand-mère vient de décéder. On sent que c'est pas l'entente cordiale entre les trois sœurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, on sait que leur mère est décédée, que leur père les a quittées, que leur grand-mère vient de mourir et leur grand-mère possède un manoir. Donc elles sont obligées d'aller là-bas pour l'enterrement. Et puis elles vont découvrir la fratrie Graham qui les invite à un bal. Alors déjà quand ils arrivent dans le village de Waterdown, on ne peut pas dire qu'elles sont super bien accueillies, c'est assez glacial. Mais elles reçoivent une invitation de la famille Graham qui en plus... là c'est un peu le conte de fées, c'est-à-dire qu'ils auront prévu des robes chez la couturière du coin, une limousine vient les chercher, enfin voilà. Tout est fait en grand et durant ce bal, elle découvre la fratrie Graham qui est constituée alors de Lewis qui est l'aîné. Alors, je ne vous ai pas mis les noms des trois sœurs. C'est Margaret qui est là, qui est brune. Alison qui est rousse. Et Sky qui est blonde. Donc là, nous avons l'aînée, Margaret, la cadette et la benjamine. Donc, la fratrie Graham, c'est Lewis, l'aîné. Non, c'est pas lui, l'aîné. Je ne sais plus. C'est le frère aîné, il y a deux frères et une sœur. Donc c'est Lewis et Alistair et la sœur Victoria. Donc on sent qu'il va y avoir une romance effectivement entre les personnages. Il y a un petit côté de charme hein, avec ces trois sœurs qui se retrouvent au décès de leur grand-mère dans ce manoir un peu mystérieux. En plus, les Graham leur disent que leurs deux familles sont liées. Bah, elles ont commencé déjà à enquêter un petit peu. Elles sont tombées sur des vieux objets, des vieilles affaires de leur grand-mère. Voilà, effectivement, elle trouve un médaillon où il y a un G qui apparaît, qui correspond à Graham. Elle se rend compte que leurs deux familles sont liées. Elles seraient liées aussi par une malédiction. Et en même temps, il va y avoir des flashbacks d'un passé très lointain. Elle serait issue d'une longue lignée de femmes qui seraient peut-être des sorcières. Voilà. Il y a un côté, alors c'est assez, il y a un petit côté assez cosy, même si l'ambiance a vraiment des vibes automnales assez mystérieuses, sans être trop effrayantes non plus. Mais il y a vraiment un côté très witchy, par contre, avec quand même la présence aussi de romance. Hein. Voilà, vous attendez pas à un truc 100% witchy, horrifique. Il y a de la romance. C'est bien fait. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Margaret et de Victoria aussi, la sœur Victoria Graham. Parce que ce sont deux amoureuses des livres. D'ailleurs, Margaret est libraire. Voilà, elles aiment les endroits calmes. Alors d'un autre côté, c'est vrai que les relations de Sky et Alison avec les deux frères sont un petit peu plus dans le jeu de la séduction, un peu le jeu du chat et de la souris. Mais voilà, ça reste... les éditions Château d'Âme, c'est un bonbon à lire à chaque fois, en fait. C'est très agréable à lire, même quand vous êtes plongé dans des ambiances un peu plus sombres. C'est vrai que La captive de Dukelstadt ou Réseau Royal sont plus sombres, par exemple. Sylphide aussi était un peu plus sombre, mais il y a toujours un côté quand même romantique dedans. Enfin romantique, de romance plutôt, qui est toujours très agréable. Et, voilà. Et là, je me dis, bon, c'est bien, hein, mais que cache vraiment la famille Graham. J'avoue que moi, j'avais des doutes sur cette famille Graham quand même. Est-ce qu'ils veulent que du bien aux trois sœurs Balfour, c'est leur nom de famille. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai lu aussi Pépite de Dark Fantasy, c'est très très sombre. Sélénie des Terres Mortes de Philippe Tessier aux éditions Léa, que j'ai reçu en service de presse. Alors à la base, c'était divisé en 3 romans, là ils ont ressorti en intégrale. C'est vraiment très 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 sombre. Hein. C'est quand même... c'est très dur parce qu'on suit cette jeune fille. Alors on sait qu'elle... C'est une jeune fille. C'est une enfant, mais elle est pas loin de rentrer dans l'âge d'être une jeune fille. Elle vit dans une cité qui est très sombre, qui est habitée par le Seigneur Noir, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Seigneur sombre, le Seigneur sombre qui a pris possession de cette cité et où il y a des démons qui se promènent sous forme humaine, mais il y a beaucoup de démons. Il y a aussi des créatures pareil, qui ont forme humaine, mais qui essaient de s'emparer de votre âme. Et puis quand vous êtes un enfant, notamment un enfant des bas-fonds, parce que bon, malheureusement, cette cité, il y a plein de gens qui vivent dans une très grande pauvreté. Et c'est les enfants qui en payent les premiers le prix. Et voilà, il y a des enfants qui sont emmenés par une figure assez étrange. Et on ne sait pas trop ce qu'ils font avec les enfants. Donc elle se méfie. Elle a réussi à passer entre les gouttes, on va dire. La chance qu'elle a eue, elle a été abandonnée par sa mère. La chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a été recueillie par une dentelière. Et les dentelières, c'est un quartier, pas un quartier très riche, mais c'est là où toutes les femmes préparent les tenues, les robes, notamment pour les nobles, qui sont à moitié démons. Donc elles ont un certain train de vie et on ne vient pas trop les embêter. Voilà, contrairement aux sociétés, enfin aux quartiers où c'est vraiment les bas-fonds. Voilà, donc elle s'en sort comme ça. Et puis en fait Sélénie va se retrouver prise voilà, dans des complots, des machinations. Elle va faire face à des personnages étranges, mais aussi à des personnages plus sympathiques. Elle va notamment tomber sur le bras droit du Seigneur Sombre, le maréchal de la cité. On l'appelle comme ça, mais c'est un personnage très complexe, celui-là. Il est vraiment très ambigu, très complexe. Après, on comprend. C'est vraiment très sombre au début. Et c'est vrai que Sélénie apparaît, elle aurait ce rôle d'être la seule porteuse d'espoir pour cette cité qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. C'est la seule lueur d'espoir. Et pour cela, il faut qu'elle garde son innocence. Voilà, sauf qu'évidemment, il y a plein de gens qui veulent lui enlever son innocence. Je parle pas forcément de VOL, hein, mais voilà, de son âme d'enfant, en fait, de lui faire perdre son âme d'enfant. Voilà, donc c'est au cœur de toutes les intrigues. Il y a un moment où, à la fin du tome, je dirais du tome 1, puisque là c'était en division 3, elle quitte cette cité. On va d'ailleurs se rendre compte de l'importance des contes, du folklore qui appartiennent à une cité, à une région, à un pays. On se rend compte de son importance, on se rend compte encore une fois que c'est ce qui fait un pays, c'est ce qui fait son origine, et c'est ce qui... Voilà, c'est des contes et du folklore que tout le monde connaît, surtout les gens du peuple, et toute l'importance effectivement, et que quand ces récits sont transformés, il suffit de changer quelques mots, ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'un pays, d'une cité et aussi du coup son avenir. Et vraiment c'est ça, il y a un conteur qui est une figure machiavélique et en même temps de l'autre côté il y a une, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être la conteuse. Alors ils n'ont pas vraiment de prénom, ils ont plus voilà, des fonctions qui elle veut faire le bien mais qui a de plus en plus de mal face à cet homme qui, voilà, qui change toutes les histoires, qui est aussi à la recherche de Sélénie. Et dans le tome 3 on revient dans cette cité. Et on va assister à un combat quand même assez titanesque. Il y a des anges aussi, mais les anges sont chassés évidemment, puisque ce sont des créatures du bien. Ouais, il y a plein de personnages, c'est vraiment très bien. Philippe Tessier, moi j'avais lu enfin, une de ses trilogies aussi qui avait été rassemblée en intégrale, Polaris, qui est plutôt de la SF, enfin de la dystopie, mais où les hommes se sont réfugiés sous les eaux, sous les mers, les océans. Là, on est vraiment dans de la dark fantasy, hein, vraiment inspiration médiévale et vraiment quelque chose de très sombre. J'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'on garde toujours en nous en fait cette lueur d'espoir. Même si c'est très sombre au début, je me suis dit, oh là, celui-là il promet d'être très sombre. Il y a effectivement toujours cette petite lumière qu'on voit là, tout simplement, qui accompagne, d'ailleurs une petite lumière qui accompagne Sélénie durant son voyage. Et ces porteurs d'espoir et des personnages qui peuvent paraître très sombres ne sont pas forcément si mauvais que ça. On comprend aussi que tout ce côté sombre, toute cette dépravation, elle vient pas directement du Seigneur sombre, mais elle vient des êtres humains en premier qui sont habités par la peur, la jalousie, plein de, voilà, de sentiments très négatifs et qui fait qu'une cité peut sombrer vraiment dans l'obscurité. Donc clairement, c'est un miroir aussi de nos sociétés actuelles aussi où il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi et ne pas se laisser entraîner à écouter des racontars, voilà, bien se renseigner et toujours garder une part d'espoir. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu toujours chez Léa Les Vaisseaux d'eau. Alors là, c'est la trilogie de l'Enfant de la Marée, le tome 1 de R.J. Barker. C'est la première fois que je lisais cet auteur. On l'a fait en lecture commune.
Les avis étaient assez mitigés. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé parce qu'on est dans un univers maritime. À la base, c'est pas les univers que je préfère. Mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé, d'autant qu'il n'y a pas trop de termes maritimes, justement. Ça reste très accessible, je trouve. Ça m'a apparu vraiment très accessible. Après, j'avais essayé de lire Master and Commander. Voilà, c'est pas du tout de la fantasy, mais parce que le titre vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il y a eu un film avec Russell Crowe. C'est tiré d'une série de romans, effectivement, où on suit notamment un capitaine anglais durant les guerres napoléoniennes. Voilà, donc là, il y avait énormément de termes maritimes. J'étais complètement paumée. D'ailleurs, j'en ai lu qu'un, du coup, parce qu'il y a toute une série. Là, je trouve que c'est assez clair. Et puis, ça commence quand même assez fort, puisque on suit Joron. Alors, Joron, il a un navire. Alors, il faut savoir que les navires les plus solides sont construits avec les os des dragons. Des dragons qui n'existent plus, qui ont autrefois habité le ciel de ce monde imaginaire, qui maintenant n'existent plus, et on récupère leur carcasse pour construire des vaisseaux. Lui, il a un de ces vaisseaux, mais ce vaisseau, malheureusement, il est fait de criminels, et ils sont censés essayer de, par leurs actes, de retrouver un peu d'héroïsme et de se racheter aux yeux de la société, mais évidemment, on les envoie sur les missions les plus périlleuses. Et Joron est le chef de cet équipage, sauf qu'il n'en a pas grand-chose à fiche. On se rend compte au fur et à mesure du récit, passer plutôt son temps à boire et à pas s'occuper de son équipage, qui partait un peu en vrille. Et puis là, en fait, le début commence, il se bat, parce que c'est ça, si vous voulez vous emparer d'un navire, il suffit de battre son capitaine en duel. Et là, c'est une femme qui va le battre. Alors par contre, j'aimerais retrouver le nom de cette jeune femme. Est-ce qu'on va la retrouver? Qui a un rôle très très important. Méas, c'est ça, c'est Méas? Méas, c'est ça. Et lui, il est très étonné parce que Méas, c'est une figure légendaire. Alors, on appelle les... ils ont un nom, hein, les maîtres des... c'est une société matriarcale, hein. Donc du coup, je crois que on les appelle, quand ils possèdent un navire, on les appelle les maîtresses des navires. Non, les épouses. Les épouses, voilà. Même les hommes, ils portent le nom d'épouse quand ils dirigent un navire. Donc Joron était l'épouse d'un navire. C'est pareil, évidemment, j'ai oublié le nom du navire. Bah, c'est l'enfant de la marée, d'où le titre du roman. Logique, voilà, donc il était l'épouse de l'enfant de la marée, donc le chef, et là il est battu par Méas, qui du coup s'empare de l'enfant de la marée, et qui va mettre de l'ordre dans tout ça, mais qui va aussi aider Joron tout au long du roman à prendre confiance en lui. On va comprendre aussi pourquoi Joron, parce que ça n'a pas l'air d'être un sale type, hein, enfin, ils sont assez jeunes quand même, hein, mais on se demande comment il est arrivé là. Et puis, et surtout, on se demande comment elle est arrivée là, parce que c'est une légende. On est dans une société matriarcale, on le voit un moment, il s'arrête dans un port et ce sont les femmes qui dirigent. Et notamment, il y a eu pas mal de maladies, donc c'est très compliqué d'avoir des enfants. Donc les femmes qui ont des enfants, ce sont des déesses en fait, hein, presque, hein, voilà, elles sont vénérées, voilà, elles sont mises en haut de la hiérarchie sociale, hein, le statut social le plus haut, voilà, c'est vraiment une société matriarcale, mais qui n'est pas plus tendre que la société patriarcale, hein, parce que du coup, bon, vous en avez quelques-unes qui dirigent, dont la mère de Méas. Et vous en avez qui sont, c'est un peu, ça finit par être des, un peu des reproductrices, quoi. Donc c'est pas forcément très gai. On voit d'ailleurs une de ces jeunes femmes qui a un enfant et qui a eu un enfant enfin, en fait, lors d'une relation, mais d'amour avec un homme, quoi. Ils sont amoureux, mais elle est emmenée parce qu'on se dit, elle est capable d'avoir des enfants, donc il faut qu'elle ait des relations avec des différents hommes, et elle ne peut pas vivre son histoire d'amour, en fait. Elle n'a même pas le droit de dire qui est le père. D'ailleurs, le père, l'équipage de l'enfant de la marée l'embarque très vite en disant, là, ils ont compris que c'était toi, le père de l'enfant, ils vont te tuer, pour que elle, d'une part, cette jeune femme, ne soit pas tentée de retourner avec lui, et surtout, en fait, dès que ces femmes qui sont capables d'avoir des enfants, et des enfants en pleine forme, hein, parce qu'il y a des enfants aussi qui arrivent mal formés, avec des maladies, donc autant vous dire que ça compte pour peanuts, et les hommes qui sont choisis par ces femmes, du coup, ont aussi un statut social important. Donc il y a toutes ces intrigues un petit peu.
c'est pas ce qu'on voit le plus, hein. On est plus sur mer, mais il y a quand même tout un passage où on voit comment fonctionne cette société qui est quand même très dure. Et du jour au lendemain, ces femmes aussi peuvent décider de rétrograder l'un de ces hommes ou dire bon, de toute façon, t'es trop vieux, j'en ai trouvé un plus beau, un plus jeune et je veux plus de toi, voilà. Donc c'est pas une société plus idéale que la société patriarcale. Donc Méas est la fille d'une de ces femmes de pouvoir et on se dit mais comment se fait... Elle avait un équipage incroyable, un vaisseau superbe, c'était un peu la reine des mers et on se demande comment elle est arrivée à se retrouver sur un vaisseau de criminels. Et on va avoir bien sûr les réponses et ils vont partir en quête de quelque chose. Je vous dis pas quoi. Moi j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai adoré le côté légendaire, folklore, cette vision d'une société matriarcale qui n'est pas non plus idéale. Le fait que les femmes continuent à être, voilà, faut qu'elles se reproduisent, hein. Malgré tout, on leur laisse pas trop le choix. Vous avez des belles cartes en plus avec le roman. Moi, franchement, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que les personnages étaient bien développés. Certains ont trouvé que non. Moi, j'ai trouvé au contraire, ils étaient bien développés. J'ai beaucoup aimé la relation qui se développe entre Méas et Joron, parce que Méas, on se dit, mais comment elle est arrivée là? Parce que c'est vraiment qu'elle a l'air d'être... Alors oui, elle est dure parce qu'elle est, voilà, elle est capitaine de vaisseau et on vit dans un monde très compliqué, mais en même temps, voilà, elle essaie de redonner à chacun sa place dans l'équipage, à leur donner des postes qui correspondent à leurs compétences et à leur motivation, à leurs envies. Elle essaie de les mettre en valeur, de leur donner du courage, parce qu'ils vont devoir faire face quand même à pas mal de choses dangereuses et à chaque fois, elle leur redonne du courage, même quand ils pensent tous que la situation est perdue. Et elle entraîne Joron aussi dans sa motivation. Et du coup, Joron remonte aussi et voilà, commence à poser un autre regard sur lui-même. L'équipage aussi porte un autre regard sur lui. C'était vraiment très très bien. Il y a pas mal de personnages aussi, mais moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors après... les éditions Léa, vous voyez, c'est toujours écrit un petit peu petit. Hein. Bon là, j'ai pas pris la bonne page. Mais c'est vrai, c'est écrit assez petit. Alors, c'est vrai que pour le coup, voilà, je trouve qu'ils sont pas... ouais, c'est 25 € le livre. Alors, certes, il est pas jaspé ni rien, mais c'est une émeu indépendante. Vous avez quasiment 450 pages. Je trouve que c'est pas déconnant. Sachant aussi qu'ils ont leur collection magique qui sort en poche. Donc je pense que celui-ci, l'année prochaine, il va certainement sortir en poche. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, sachez qu'ils les sortent en poche si vous voulez attendre un petit peu. C'est vraiment une maison d'édition qui vaut le coup. Hein. Céline, c'est pareil. Hein. Il était à 22 €. Donc, vous voyez l'épaisseur du livre. Il regroupe quand même 3 romans à la base. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas déconnant chez Léa. Quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'abus à ce niveau-là. Puis là, je vais vous présenter ceux que je n'ai pas encore lus. Alors, j'avais reçu... Dans le cadre de mon partenariat avec Bragelonne, voilà, ils ont sorti le dernier tome du guide de voyage, enfin de Miss Percy, le guide de voyage de Miss Percy. Donc c'est à la recherche de dragons sauvages en terre galloise de Quenby Olson, en collection Milady. Alors ils le proposaient, puis ils proposaient de recevoir les tomes précédents si on les avait pas. Donc j'ai demandé à les recevoir et donc j'ai reçu le 3 en premier. Ils m'ont envoyé ensuite le tome 2. Donc là, c'est le guide complet de Miss Percy pour la réintroduction des dragons. L'image est très rigolote. Et bon, ils ne m'ont pas envoyé le tome 1, donc du coup, je me le suis acheté. Voilà, c'est le premier. Donc c'est le petit guide de Miss Percy, comment élever un dragon britannique. Je pense qu'on est dans de la cozy fantasy, ça doit être assez rigolo, assez doux. On suit Mildred de Percy qui n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors voilà, sachez que c'est une trilogie et que ça y est, elle est complète. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ils sont au prix de 20 €, hein, ces livres-là. Bon, je pense qu'ils vont finir par les sortir en poche aussi. J'ai reçu aussi de la part de Julie Bogno donc le tome 8 du Nouvel Ordre Animal. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé. On est dans un monde post-apocalyptique, dystopique, où les animaux se sont retournés contre les hommes et où les humains vivent dans des bulles où il reste quelques cités debout. Alors encore une fois, on est un système de hiérarchie très marqué puisqu'il y a ceux qui vivent dans les immeubles qui sont encore en bon état, qui ont accès
voilà, à tout le confort, tout ce qui peut rester comme médicaments, meilleurs soins, alors que les autres vivent dans des sortes de bidonvilles, dont notre héroïne Léonie, qui notamment aide les gens puisqu'elle se destinait à des études de médecine. Elle avait commencé des études de médecine quand les animaux ont commencé à se retourner contre les humains. C'est une série très addictive, voilà, c'est publié un peu sous forme de feuilleton, donc vous avez régulièrement les tomes qui sortent. Et voilà, il y a plein de flashbacks, donc on voit ce qui s'est passé avant, on comprend voilà, plusieurs choses. Il va y avoir des moments où on va sortir aussi en dehors de cette bulle, dans cette France qui est devenue une jungle en fait, où il y a plein d'animaux, parce qu'il y a des animaux domestiques qui se sont aussi retournés contre les hommes, mais aussi tous les animaux qui sont échappés des eaux. Donc vous avez aussi beaucoup d'animaux sauvages. Voilà, et on a de plus en plus de réponses, mais en même temps, l'autrice à chaque fois nous remet des petits trucs en plus, des interrogations. Et puis il faut savoir aussi que les enfants qui sont nés après, voilà, après cette révolution, cette révolte des animaux, naissent souvent avec des pouvoirs. Euh, Dès qu'un enfant naît, les gens voilà, des tours, le dirigeant, il enlève les enfants, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Or, Léonie, au début de l'histoire, est enceinte. Donc là, le tome 8 marque la fin de la saison 1. Je sais pas, l'autrice elle-même ne sait pas combien de tomes elle va faire. Voilà, tant qu'elle a l'inspiration, tout ça, elle continue. Normalement, elle va sortir une intégrale. Pour l'instant, ça a été retardé. Voilà, mais il y aura une intégrale qui va sortir aussi, donc je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus aussi sur la sortie de cette intégrale. Alors j'ai reçu aussi de la part des éditions Syros le tome 2 de La Mandragore de Cristal, G et Grenat de Stéphanie Benson et Nelly Labert. Je trouve l'objet livre magnifique. C'est superbe. On suit, alors, encore, Marianne, c'est ça, c'est une jeune orpheline dans le tome 1. On était plus sur des tons glacés hivernaux dans le tome 1. Elle est orpheline, elle est élevée dans un couvent, enfin l'équivalent d'un couvent, jusqu'au jour où elle est adoptée par la femme d'Ayarl. Elle est emmenée donc plus au nord, et puis elle est élevée voilà, comme une noble, même si voilà, l'Ayarl n'est pas très exubérante avec elle, mais pas très maternelle, on va dire. Elle se fait une amie, c'est une jeune fille qu'elle découvre sur la plage. Non, elle est encore enfant quand elle la découvre sur la plage. Elles sont toutes les deux encore des petites filles. Et comme elle n'a pas d'amis, qu'elle a été, voilà, elle n'a connu que le couvent et on l'a enlevée à son couvent. La Jarl n'est pas, alors, je ne sais plus comment on dit le Jarl au féminin, je ne sais plus. Elle n'est pas très maternelle et elle trouve cette jeune fille qui semble avoir échappé à la noyade, qui est au bord de la mer. Et elle la prend sous son aile, elle devient sa meilleure amie. D'ailleurs, c'est Nyx, je crois, sa meilleure amie. Elle mâche pas... Lutz. Oui, c'est Lutz. Non, ça doit être Lutz. Elle mâche pas ses mots. Hein. Et puis elle, que vous soyez noble ou pas noble, elle en a rien à fiche. Voilà. Elle dit ce qu'elle pense. Donc c'est vraiment un personnage très, très sympathique. Et puis Marianne, bah, il y a un jour, elle doit se marier avec un prince d'une cité, enfin d'un royaume plus au sud. Bon, Marianne, évidemment, elle a peur, hein, parce qu'elle ne sait pas trop qui est son futur époux, mais elle a été élevée comme ça, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de révolte de sa part. C'est vrai que ça peut être... Elle peut être peut-être... On a peut-être envie un peu de la secouer, mais en même temps, elle a été élevée pour ça. Voilà, pour faire un beau mariage. Donc, bon, elle se dit, je vais essayer d'y mettre du mien le plus possible. Sauf que quand elle rencontre le prince, lui, il est froid, enfin, il est hyper réfrigérant comme mec. Il est beau, hein, mais voilà, il est hyper réfrigérant comme mec. Heureusement, il est avec lui, c'est son cousin, je crois, qui apporte aussi une touche d'humour dans le roman. Alors après, on comprend aussi pourquoi il ne voulait pas de ce mariage. On voit ses relations avec son père qui sont très compliquées. Et puis au moment où il y aurait peut-être un rapprochement, moment où le mariage va avoir lieu, il va y avoir évidemment un gros boom, tout va être remis en question. Il va y avoir évidemment des références à la magie des pierres. Alors le premier, je ne sais plus comment c'était, le titre. C'était la Mandragore de Cristal, mais on avait deux noms de pierres aussi, mais je ne sais plus lesquels. Et là, voilà, vous avez du G et Grenat. Et vous avez même, je pense, à la fin, si c'est comme le premier, voilà, vous avez, vous explique aussi l'utilité des pierres. Voilà, donc c'est bien fait, c'est un monde imaginaire. Alors, on est assez dans du young adulte quand même. Après, Syros, c'est vrai que c'est plus de la jeunesse. J'étais en train de chercher après le plan, il est juste derrière la couverture. Et c'est pas mal fait parce que c'est assez inattendu, même si au départ, c'est vrai que les personnages du prince et de Marianne ne sont pas les plus sympathiques parce que Marianne, on a envie de la secouer. Et le prince, on dit, bon, ok, d'accord, on t'impose ce mariage, mais à elle aussi, fais un effort, quoi.
Donc voilà, donc on va voir leur relation se développer, mais il va y avoir pas mal d'aventures et de rebondissements. Bon, il va être temps que je me mette aussi à celui-là. Et c'est pareil, j'ai reçu des éditions Albin Michel. Alors là, du coup, c'est leur avant-dernière sortie. Il y a un recueil de nouvelles qui est sorti entre deux. Il y en a un autre qui est sorti aussi. Bon, je ne l'ai pas demandé. Le dernier, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Pourtant, j'aimerais beaucoup le lire. Mais comme j'ai pas encore lu celui-là, je me dis du calme. Voilà, c'est Les Survivants du ciel, donc c'est le tome 1 du cycle des rages de Kritika H. Rao, alors je ne connaissais pas du tout. Après une catastrophe globale, l'humanité s'est réfugiée dans les cieux parmi des cités végétales maintenues en lévitation grâce à la trajectoire, une magie que les architectes sont les seuls à maîtriser. Iravan fait partie de cette puissante caste. Soupçonné d'avoir succombé à l'extase, un état second redouté de tous car susceptible de provoquer la disparition totale d'une cité, il risque de tout perdre. Même l'amour de sa femme, Aïlaya, l'unique archéologue de la cité de Nakshar. Alors que leur mariage semble condamné au moment où Nakshar s'enfonce peu à peu dans les zones de turbulences dangereuses, Aïlia fait une découverte archéologique extraordinaire qui remet soudain tout en question. Donc apparemment, on est quand même dans du post-apo, mais avec un côté quand même... Chauve Fantasy, j'adore. Alors la couverture, elle est de DJ Graffé, vous connaissez peut-être. Moi, je l'avais découvert, c'est lui qui avait illustré notamment l'encyclopédie du fantastique écrite par Édouard Brazé, qu'il avait aussi illustré avec Sandrine Gestin. Ils ont des illustrations. Bon, j'ai des beaux livres dans la bibliothèque. Là, ils sont magnifiques et voilà, bon, j'adore l'illustration. Bon, c'est pareil, je ne suis pas en avance non plus sur ce coup-là. J'ai fait, et puis du coup, je vous propose de vous montrer mes achats du mois de septembre. J'ai encore une fois pas été raisonnable, mais comme d'habitude, on va dire. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur les graphiques parce que je ne sais pas si c'est ce que vous préférez pour que ça ne dure pas 3 heures. Je me suis acheté, c'est des achats d'occasion, puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux. Je ne vais pas vous redonner les noms japonais parce que chaque fois que je les écorche, c'est une catastrophe. Alors là, c'est publié chez Meian. Alors attention, hein, vous voyez à la couverture du tome 2, je ne sais plus s'il y a 3 tomes ou 2 tomes. Il y a un côté assez érotique dans ces 2 mangas. En fait, on suit cette héroïne qui était la favorite du... Enfin, qui était censée... Non, pas la favorite. Elle était censée épouser le prince. Sauf que lui, du jour au lendemain, il la renvoie. Et puis, bon, on va se jouer un jeu entre eux, voilà. Elle veut mettre à genoux, je vous laisse imaginer comment elle veut le mettre à genoux, voilà. On va avoir un jeu du chat et de la souris. J'ai pris Le cœur du devoir, alors là on va être dans autre chose. Alors là c'est chez Doki Doki, puisque là on a ces 2 jeunes gens qui font un mariage arrangé pour le bien de leurs 2 nations. Bon, j'avoue que ça me tentait pas mal. J'aime bien aussi, voilà, j'aime bien, en fait je me rends compte que je continue à lire de la romance à travers les mangas et les webtoons. J'aime bien, ça me permet de continuer. Voilà, là, on n'est pas dans de l'érotique, mais on va être, je pense, on va être en plus dans des, voilà, de la politique, mais aussi un rapprochement, je pense, entre ces 2 personnages. Je ne sais plus non plus combien de tomes il y a. Ça, c'est tout moi. Et le dernier que j'ai acheté, bon, comme j'ai adoré Strange Pictures, pas Strange Pictures, Strange Houses de Duketsu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, c'était aussi une réception du mois de septembre, Strange Houses, j'ai oublié de vous le dire. Je l'ai reçu aussi de la part... Ah non, dans le cadre d'une masse critique Babelio privilégiée, c'est-à-dire qu'il vous contacte pour vous demander si vous êtes intéressé pour recevoir le livre. Ayant énormément aimé Strange Pictures, j'avais dit oui, c'est vrai, du coup je l'ai rangé, j'ai oublié de le ressortir. Voilà, alors à la base, Uketsu, donc il est connu comme le maître de l'horreur au Japon. Il se présente, alors on ne le verra pas sur ce manga, mais il se présente toujours avec un masque, avec un appareil qui lui déforme la voix, donc on ne sait pas à quoi il ressemble. Il a écrit donc Strange Houses en roman, que j'ai lu, qui a été adapté en manga, mais qu'on ne trouvait pas en français. Strange Pictures est sorti tout début d'année, qui est son 2e roman. Là, les éditions du Seuil, du coup, ont traduit son premier roman, en fait, au Japon, en France. Et au bout du livre, c'était noté que ça sortait aussi en manga. Donc, évidemment, je suis allée le chercher. Même si j'ai lu le roman, je connais l'histoire. Je suis très curieuse de le lire en manga. Par contre, voilà, le manga n'est pas très épais. Il était à plus de 8 €. Hein. Les mangas augmentent aussi. Hein. Du coup, c'est le tout premier. Je ne sais pas combien il y en aura. Ensuite, je me suis acheté aussi, tout ça, pareil, c'est d'occasion, surtout sur Momox. Voilà, des webtoons avec des personnages très très beaux, plein de belles robes, voilà, mais toujours une petite intrigue politique derrière. Là, c'est Beware the Villainess. Je vais éviter aussi de vous dire les noms pour ne pas les écorcher.
c'est chez Coda, donc c'est la branche webtoon de chez Albin Michel. Voilà, on suit, alors je crois encore hein, que cette, oui c'est ça, à la base elle est étudiante et elle se retrouve propulsée dans un roman à l'eau de rose, on est dans un isekai, et dans ce roman à l'eau de rose, elle décide de, voilà, elle décide de protéger la jeune, c'est elle la jeune héroïne du roman à la base, qui a 4 prétendants autour d'elle et en fait elle va tout faire pour la protéger de ces 4 prétendants. Alors je ne sais pas trop pourquoi, est-ce ils n'ont pas des intentions très flatteuses envers notre jeune héroïne, je sais pas, mais du coup, bon, c'est un peu la vilaine, mais en même temps une vilaine qui veut protéger la gentille qui est là. Voilà, ça a l'air très sympa, assez drôle. J'étais dans une phase août-septembre où je voulais lire des webtoons. Alors bien sûr, je les ai achetés, j'ai pas eu le temps de les lire, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai commandé aussi le tome 1 de The Villainess Turns Hourglasses chez Kabooks. Et là, alors je sais pas si on est dans un isekai. Grâce au mariage de sa mère avec un comte fortuné, Arya a changé de vie, troquant la misère dans laquelle elle avait grandi contre une existence fastueuse. Mais des années plus tard, la voilà conduite à l'échafaud par sa propre demi-sœur Miel. Déterminée à se venger, Arya met la main sur un étrange sablier qui lui permet de remonter le temps. Voilà. On n'en est pas dans un isekai, mais on est vraiment dans voilà, une jeune femme qui a été injustement condamnée et qui a la possibilité de repartir dans le passé et du coup de changer. Ouais, on la voit, c'est toujours assez sanglant au début, on la voit être punie, emprisonnée et être tuée. J'ai pris aussi du coup le tome 1 de Favor I Don't Want This Marriage, donc c'est toujours chez Pika Webtoon. Et là, vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé, notre héroïne, elle s'en serait bien passée. Donc nous sommes encore dans un isekai. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu, réincarnée dans la peau de Juveliane, fille de duc Odieuse. Elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Bon, sauf qu'évidemment, ça ne lui va pas et qu'elle va vouloir changer cet état de fait. Voilà, moi, vous m'excuserez, hein, c'est mon côté midinette qui ressort. J'adore toutes ces belles robes, tout ça, tous ces beaux personnages. Alors souvent, il y a une intrigue en plus qui se développe, hein, mais voilà, c'est mon côté, je vous dis, midinette qui ressort. Et du coup, je me suis acheté, celui-là par contre, je l'ai acheté neuf, parce que j'avais commencé à le lire sur une plateforme, mais qui a dû fermer entre-temps, qui est une réécriture de Blanche-Neige, en fait. Enfin, des relations de Blanche-Neige avec la méchante belle-mère. C'est une belle fille à croquer, c'est toujours chez Pika Webtoon. Voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est très rigolo. Hein. Derrière l'humour, d'ailleurs, on va parler de grossophobie, on va parler de carcans sociaux, on va parler aussi de... voilà, on a notre héroïne, c'est pareil, elle se retrouve réincarnée dans la peau de la méchante belle-mère de Blanche-Neige, sauf qu'elle, elle adore Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, c'est vrai qu'elle est toute mignonne. Elle est toute mimi, cette enfant. Elle est là, elle est vraiment adorable. Elle est toute mimi. Et au début, du coup, elle, quand elle se réincarne, elle veut être gentille avec Blanche. Alors tout le monde la regarde de travers en disant, elle a fait que des crasses à Blanche. Et d'un seul coup, c'est elle qui est là, l'héroïne. D'un seul coup, elle est gentille. Tout le monde se méfie au début. Hein. Son mari, voilà, il a eu Blanche d'une première union. Il est très froid, très distant avec elle, mais aussi avec sa fille. On va comprendre aussi pourquoi. On va petit à petit voir qu'il y a une relation qui se développe entre eux. Nous avons aussi le miroir magique qui est bien là. Nous avons l'apparition à un moment aussi d'une sirène, donc qui fait complètement référence au conte La Petite Sirène, qui est détournée de façon très drôle aussi. Voilà, c'est une série que j'adore. Là, j'attends de les relire, d'en avoir plusieurs pour pouvoir les relire petit à petit. J'en ai encore un, oui, j'en avais oublié un, ça va être évident. C'est le tome 1, je ne me trompe pas, de My Ex-Husband's Mad Dog. C'est toujours chez Pika Webtoon. Alors là, on suit cette jeune femme. Alors, je crois qu'elle a eu plusieurs fois la possibilité de remonter le temps, mais à chaque fois, ça foire. Et là, cette fois-là, elle se retrouve exilée. Elle doit être mariée au prince, je pense. Elle se retrouve exilée dans un château très froid. Donc elle est retournée dans le passé et elle découvre, alors là, là on voit, mais en fait au départ c'est un enfant, alors il n'y a pas grande différence d'âge entre eux, mais voilà, elle c'est une très jeune femme et lui c'est un enfant, donc je pense que petit à petit, pareil, il y a une relation qui va se développer quand lui va grandir et en se rendant, voilà, en étant exilée dans ce château, dans un royaume très très froid, elle découvre cet enfant et elle se rend compte que c'est le futur bras droit, le bras armé de son mari, et elle décide du coup de le recueillir pour qu'il devienne son allié à elle. Voilà, donc ça a l'air très sympa, donc je pense que voilà, au début il n'y aura pas trop de romance, on va plutôt voir comment elle essaie de s'en sortir, et puis voir comment elle recueille cet enfant, et comment elle va aussi s'adapter à la vie dans ce royaume très très lointain, très très froid.
Je vais essayer de continuer. Alors, ouais. Je me suis pris La Nuit des Généraux en poche. Je vous en avais parlé lors de sortie. C'est de Hans Helmut Kirst aux éditions Nouveau Monde, là, dans leur collection poche. Hein. On est à Varsovie en 1942 et on a des meurtres de prostituées. Donc nous avons le policier qui est sur place qui enquête en sachant que la Pologne est évidemment envahie par les Allemands. Et on a aussi un officier allemand qui enquête sur les meurtres de ces prostituées. C'est d'ailleurs assez étrange parce qu'on est en pleine guerre et lui, il enquête quand même. En fait, j'ai vu le film qui est adapté du livre, sauf que le film, il se passe en France. C'est d'ailleurs Philippe Noiret qui joue le rôle du flic et Omar Sharif qui joue le rôle de l'officier allemand qui va enquêter. Il y a toute une histoire derrière. J'avais trouvé le film excellent, donc je ne savais pas que c'était un roman à la base. Du coup, bon, là, je l'ai trouvé d'occasion, du coup, je l'ai pris. Toujours, je suis en train d'essayer de vous faire quand même... Essayer de faire des choses à peu près dans le même style, mais c'est pas évident. J'ai trouvé La femme à la fenêtre, je l'avais mis dans ma wishlist, je ne sais plus pourquoi, mais il était dans ma wishlist. Donc comme j'ai trouvé pas très cher d'occasion, je l'ai pris aussi, c'est de Hadji Finn. Alors, séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de bêta-bloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russell, un père, une mère et un adorable ado qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison? Évidemment, comme elle est alcoolique, c'est compliqué. Ça fait un peu penser à La fille du train, je trouve, aussi, où effectivement, on n'est pas sûr de ce que voit l'héroïne, puisqu'elle boit aussi suite à son divorce et elle regarde ses voisins qui ont l'air d'avoir une vie parfaite. J'avais pris aussi Le manoir des filles perdues de Grady Hendrix aux éditions City, alors qui est vendu comme un livre gothique, sauf que bon, j'ai entendu un peu de tout, du bon et du mauvais concernant ce roman. On suit Flore qui a 15 ans est enceinte, donc elle est envoyée à Wellwood House, hein, donc ici. Voilà, c'est vrai qu'autrefois, notamment au Royaume-Uni, enfin autrefois, c'était pas si vieux que ça, hein, c'est au XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle, c'est pas noté à quelle époque ça se passe, mais je pense que c'est à la même époque, mai 1970, effectivement. Donc c'est ça, on envoyait ces jeunes filles qui étaient une honte, hein, dès qu'elles avaient un comportement qui était déviant. Je sais pas si vous avez vu le film... The Magdalene Sisters, c'est ça le titre du film, c'est Magdalene Sisters, et voilà, c'est des couvents qui existaient vraiment, où on envoyait les filles qui avaient dévié, des fois elles n'avaient rien fait, des fois c'était plutôt des victimes, mais c'est pas grave, c'est quand même elles qu'on condamnait. Et du coup, voilà, donc là on est un peu aussi dans cette histoire, donc elle est enceinte, donc on s'occupe pas de savoir le père si elle a fait quelque chose, non. C'est juste les filles qui sont coupables. Et là, bah, évidemment, les conditions de vie sont très dures. Il y a beaucoup de reportages qui sont ressortis, qui ont fait scandale, où effectivement on envoyait ces jeunes filles accoucher dans ces maisons, dans ces couvents tenus souvent par des sœurs. Et en fait, les enfants, ils ne s'occupaient pas du tout des enfants, des bébés. Et on a retrouvé des charniers entiers avec des corps de bébés et d'enfants. Hein. Et c'est pas vieux, hein. Je crois qu'on a retrouvé ça fin des années 90, début 2000, notamment en Irlande. Enfin, voilà. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment, sauf que là, on va aussi y intégrer une histoire de sorcellerie. Apparemment, on va avoir une histoire de sororité, puisque ces jeunes filles vont être très solidaires entre elles. Et je pense qu'elles vont essayer... Alors, je crois qu'elles trouvent un grimoire. Oui, c'est un manuel de sorcellerie. Mais je ne sais pas si on va aller vraiment plus du côté social avec ces jeunes filles, voilà, qu'on enfermait dans ces couvents tenus par des bonnes sœurs infâmes, ou si on va plus aller vers la partie gothique, sorcellerie. Voilà, j'ai entendu tout. Bon, on m'a dit que c'était pas vraiment gothique, hein. Je pense que maintenant on a tendance à coller l'étiquette gothique un petit peu sur tout, mais apparemment c'est pas forcément que du gothique. Mais bon, comme ça je me ferai ma propre idée. Toujours, alors celui-ci, je sais pas si c'est du fantastique. Non, oui, c'est du fantastique. J'essaie de vous montrer d'abord les trucs qui sont un petit peu moins fantastiques. Ça, c'est un peu plus fantastique. Alors celui-ci, je pense qu'on va être... je vais plutôt vous montrer celui-ci. Celui-ci, j'en avais vu une chronique sur Bookstagram, Peau d'ours de Grégory Le Floch chez Seuil. Et voilà, je pense qu'on va parler... de féminisme. Mon perdu a des rêves qui ne sont pas ceux de son village des Pyrénées.
encore aux prises avec des traditions archaïques. L'adolescente, corpulente, lesbienne, victime de harcèlement, trouve refuge auprès des montagnes, les seuls qui lui parlent et la comprennent. Et peu à peu, Montperdu, alors c'est le nom de la jeune fille, va se métamorphoser en ours. Transposant dans une langue actuelle, poétique et crue, une légende de femme sauvage, Grégory Le Floch nous conte la folle échappée d'une jeune héroïne queer à la croisée de tous les combats écologiques et humanistes de notre époque. Voilà, on va dans quelque chose de féministe, de queer, qui va parler de la condition effectivement de la femme, et avec un côté animalité, mais évidemment il y a ce rapprochement beaucoup qui est fait de plus en plus dans les livres entre le féminisme, les femmes et la nature qu'on ne respecte pas. Bon, j'avoue que la chronique m'avait donné très envie de le lire. Celui-ci, bon, rien qu'au titre, vous comprenez. Tout le monde sait que ta mère est une sorcière de Rivka Galchen. Alors, c'est aux éditions d'Alva. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. C'est sorti en poche entre-temps. Hein. Je ne sais plus, peut-être chez Point. On est en 1618. Alors, je regarde parce que je vais bientôt plus avoir de mémoire. Nous sommes en 1618 dans le duché allemand de Württemberg. Katharina Kepler est une veuve dont on respecte la sagesse et chez qui l'on vient demander conseil et remède. Son fils Johannes est un célèbre mathématicien de la cour impériale, auteur d'un traité d'astronomie dont on parle jusqu'à Rome. Mais il suffira d'une voix pour faire naître le doute et détruire la réputation de la veuve Kepler. Une voisine l'accuse de lui avoir fait boire un étrange breuvage qui l'aurait rendue malade. Katharina serait une sorcière. Dans l'enquête qui s'engage, la jalousie et l'obscurantisme seront les ennemis d'une famille que l'on voudrait rendre responsable de la peste qui se propage, des mauvaises récoltes et de la guerre qui gronde. C'est vrai que 1618, on était encore en pleine chasse des sorcières, notamment effectivement dans l'actuelle Allemagne. Voilà, en plus, oui, on n'est pas loin. Il y a eu quand même plusieurs épidémies de peste noire, donc c'était très facile d'accuser des femmes. Donc on est plus dans l'historique. Je ne sais pas s'il y aura une partie fantastique. Ensuite, on va passer à des choses plus fantastiques, voire horrifiques. Je surveille parce que je sens que ça va couper. Je me suis pris, je l'ai trouvé d'occasion chez Cultura. En fait, je cherchais un autre livre et il était encore relié collector. Moi, je voulais en brocher. Donc, j'ai pris celui-ci de Nidi Okorafor, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais lu. Qui a peur de la mort? Dans une Afrique post-apocalyptique, la guerre continue de faire rage. Enfant du viol, rejeté par les siens du fait de sa peau et de ses cheveux couleur de sable, Sonvu, putain, je dois très mal prononcer le nom, je suis désolée, porte en elle autant de colère que d'espoir. Seule sa mère ne semble pas étonnée lorsqu'elle se met à développer les prémices d'une magie unique et puissante. Lors de l'un de ses voyages dans le monde des esprits, elle se rend compte qu'une terrible force cherche à lui nuire. Pour en triompher, elle devra affronter son destin, sa nature, la tradition et comprendre enfin le nom que sa mère lui a donné. Qui a peur de la mort? Ah, ce serait son nom en fait? C'est marqué que ça doit être adapté par HBO, mais comme le livre il remonte un petit peu, c'est peut-être déjà adapté en série, je ne sais pas trop. Voilà, donc 2,99 €, je me suis dit que ça valait le coup de le prendre pour découvrir cette autrice. J'ai pris aussi dans la forêt profonde de Kate Persol, alors c'est dans la collection R, je ne sais plus, c'est Robert Laffont, collection plutôt young adulte. Nous sommes dans la petite ville de Cabalolo, qui a deux attractions, sa forêt qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon, et les femmes de la famille James qui tiennent le diner, les restaurants, ouais, la lune des moissons. Comme ses trois sœurs, Lyndon James est née avec d'étonnants pouvoirs. Elle est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent, donc elle regrette amèrement de posséder depuis qu'il lui a coûté son amitié avec Cole Spencer, le séduisant fils du maire. Et lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans la forêt, Lyndon décide d'utiliser son don d'empathie pour percer les mystères de sa mort. Donc il va y avoir une petite balade sympathique dans la forêt, c'est pour ça que ça me tentait beaucoup. Pour rester dans la forêt, celui-ci n'était pas prévu du tout en achat. C'est en faisant des recherches sur Momox, je suis tombée dessus et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais waouh, la couverture! Ah, clairement, là, je pense qu'on va être dans une réécriture du Petit Chapeau Rouge. En plus, il y aura un renard. Dans la maison au cœur de la forêt profonde, j'adore le titre en plus, de l'ère de Hunt, c'est aux éditions Actes Sud. Il était une fois une femme qui alla et n'alla pas au bois. Dans ce conte envoûtant qui prend pour décor la Nouvelle-Angleterre coloniale, une puritaine bien sous tout rapport disparaît. À moins qu'elle n'ait fui ou abandonné sa famille, à moins qu'elle n'ait été kidnappée puis relâchée dans les profondeurs des forêts du Nord. Seule et sans doute égarée, elle rencontre une autre femme, alors tout change. C'est l'histoire d'un ensorcellement, d'une trahison, d'une chasseresse et de sa proie, de dévoration, c'est bien ça, mutuelle, l'histoire de femmes en colère s'émancipant des contraintes, quel que soit le prix à payer, quitte à commettre l'indéfendable.
J'avoue que tout ça, moi, ça m'a donné très, très, très envie. Pour rester dans les contes, je me suis enfin acheté Hansel et Gretel, qui fait partie des contes interdits. Alors, c'est écrit de Yvan Godbout aux éditions Contredire. Alors, quand ils ont sorti les contes interdits, celui-là était un des premiers, voire non, peut-être pas le premier, mais un des premiers à sortir. Voilà, donc c'est pour public averti, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est bien noté partout. Donc, Hansel et Gretel, évidemment, on va parler d'enfants. Moi, quand on parle d'enfants, j'ai un petit peu de mal. C'est ma limite. Dans l'horreur, c'est ma limite. Franchement, je ne serais pas allée vers ce livre. Sauf que ce livre a fait une polémique pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une institutrice, parce que ça a d'abord été publié par les éditions Ada, qui sont des éditions québécoises. Les auteurs sont québécois. Des contes interdits, auteurs et autrices d'ailleurs. Et pas mal de trucs d'horreur d'ailleurs. Là, ils sont en train de revisiter des classiques version horreur aussi, genre Orgueil et préjugés, Le fantôme de l'opéra, 20 000 lieues sous les mers, Frankenstein. Autant vous dire que je suis très hypée. En plus, les livres sont très beaux. Mais revenons aux contes interdits. Et donc, il y a une institutrice qui a lu ce livre au Québec et qui a porté plainte pour pédophilie, disant qu'il y a des scènes atroces. Donc, Yvan Godbout et son éditeur se sont retrouvés en garde à vue. Il y a eu un procès. Et ils ont été acquittés. Voilà, je veux dire, à partir du moment... Oh bah c'est super, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, mais j'ai un beau marque-page avec tous les contes interdits. À partir du moment où vous êtes prévenu... après, il faut voir. Hein, peut-être que je vais changer d'avis quand j'aurai lu le livre. Mais on le sait, je veux dire, c'est marqué pour un public averti. À l'intérieur, c'était même marqué interdit au moins de 18 ans. Voilà, moi, si franchement, il n'y aurait pas eu cette polémique, j'y serais pas allée vers ce livre. Les autres, je pense que je les ai tous, là, les contes interdits. Mais franchement, j'y serais pas allée. Mais ça a fait tellement de polémique, en fait, ça fait tout le monde a cherché après. Tout le monde, à un moment, ils le revendaient quand même à 20 euros, non plus de 20 euros. Là, les éditions Contredire ont repris et c'est à 14,90 € quand même. À la base, il était à 10 euros, hein, les contes interdits. Donc du coup, moi j'ai envie de me faire ma propre idée aussi sur ce livre. J'ai pris celui-ci aussi, ceux de Warbarrow, de William Grammatico. Alors c'est aux éditions Arvor, Vue sur Mer. Steren Édition. Bon, je ne sais pas ce que... Bon, ça ressemble à des éditions venues de Bretagne, mais je ne suis pas sûre. C'est pareil, j'en ai vu un avis sur Bookstagram. En avril 1880, sur les terres froides d'un sombre village d'Angleterre, un mystérieux cavalier fend la nuit à la recherche désespérée de Jacob Blackburn, apothicaire du bourg et seul espoir de salut du vieil Owen Watelet. Cet ancien ami du soignant, tombé malade dans d'obscures circonstances, surgit outre-tombe comme un souvenir glaçant. Watelet semble être devenu le membre d'un bourg côtier de pêcheurs, le trouble hameau de Warbarrow. Tout s'y révèle hostile, des structures improbables, des bâtisses qui menacent de s'effondrer, au comportement mauvais et rude des habitants. Quelque chose d'étrange semble à l'œuvre. Donc vous comprenez pourquoi j'y suis allée. On va parler de choses étranges. Je ne pouvais pas passer d'un... Là, on voit une maison. Hein, déjà, moi, une maison comme ça, sur une couverture, j'ai envie d'y aller. Puis finalement, on va parler de villages dans lesquels se passent des choses très étranges. Je ne pouvais que foncer. Donc, en fait, c'est ce livre-là que je cherchais quand je suis tombée sur le Lydie au Corafor, mais qui n'était qu'en version reliée. Moi, je voulais embrocher. C'est N'invite pas la forêt à rentrer de C.J. Drews chez De Saxus. Alors, je le voulais en version comme ça, brochée, parce qu'il y a des dessins à l'intérieur. Je les voulais en grand format, donc je ne voulais pas attendre la sortie chez les éditions Pâle, en fait, en livre de poche. Voilà, et on va suivre en fait trois jeunes ados, timides et réservés. Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove et sa sœur jumelle et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épis et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants et les parents de ces derniers ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre. Et ce quelque chose se trouverait dans la forêt, donc évidemment, il va se rendre dans cette forêt. Je regarde l'heure aussi pour ne pas louper non plus la sortie de l'école. On arrive à la fin. J'ai trouvé pas cher, donc je me suis pris l'automne sans fin. Il n'était pas plus cher que... Il est sorti en poche. Hein. Il n'était pas plus cher qu'en poche, même un peu moins. Donc du coup, je l'ai pris. C'est de Ami Avery chez Sabran. Voilà, j'ai pas vu des super retours, mais j'avoue que le résumé me tente beaucoup. On est dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu. Tyrn mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et les âmes défuntes. Comme chaque année, elle accompagne son dieu dans le royaume des humains. Mais le miroir qui permet leur traversée se brise, les piégeant tous les deux et plongeant le monde dans un automne sans fin.
Désormais prisonniers de leur saison, ils devront faire face aux afflictions de la vie mortelle, alors que les catastrophes se succèdent. Ouais. Et on soupçonne apparemment Tyrn d'être à l'origine de tout ça. J'ai lu aussi que c'était une réécriture de Perséphone. Bon, Hadès et Perséphone, oui, bon, l'automne, oui, bon. Enfin, Perséphone, c'était plutôt la représentation du printemps. Je ne sais pas trop, à voir. J'ai pris aussi deux romans qui sont sortis voilà, chez Nathan au mois de septembre. L'Institut du Nouveau Lendemain, c'est le tome 1. Je ne sais pas le titre, c'est L'Institut du Nouveau Lendemain et le tome 1, Les Visages du Feu, de Chloé Volmerlo, chez Nathan, qui est une dystopie. Voilà, on va suivre une jeune fille qui est dans un institut. À l'Institut du Nouveau Lendemain, il n'y a pas de fenêtre, pas d'ailleurs, pas de passé, ni vraiment d'avenir. Les élèves sont des matricules. Parmi elles, Luce, dite L 2106 ou 2106, je ne sais pas. À 17 ans, elle est fière d'appartenir au rang 1, l'élite de l'établissement. Tout bascule lorsqu'un souvenir longtemps refoulé, interdit, remonte à la surface de son esprit à la lumière du jour, le monde d'avant, les cataclysmes, son enfance. Une flamme se rallume et si une autre vie était possible en dehors des murs. Ouais. Quelque chose, je pense, un institut qui cache beaucoup de choses. J'ai pris aussi, je trouve que Nathan, ils font des trucs très attrayants en ce moment. La forêt qui dévore de Florence Hickel. Ça va être un spécial forêt aussi, mon boucol là. Dans un monde où les loups-garous cohabitent avec les humains, celles et ceux qui, comme Charline, osent pénétrer dans la forêt prennent le risque d'être dévorés par une force surnaturelle, l'esprit de la forêt. Contre toute attente, Charline a survécu, mais elle est dans le coma. Qui l'a attaquée ou quoi? C'est ce que cherchent à savoir deux ados et une fille louve, sans se douter que la forêt dissimule un secret qui changera leur vie à jamais. Vraiment Je vais faire une thématique forêt mystérieuse. Et le tout dernier, j'espère que je vais avoir assez de mémoire, que j'ai trouvé d'occasion. Voilà, j'aime beaucoup ces éditions un peu collector que font Mnemos. Alors là, c'est de Caroline Chéry et c'est l'univers de l'Alliance Union, les guerres de la compagnie. Donc là, on est clairement dans de l'ASF. Comme toutes les conquêtes de l'humanité, les étoiles relevaient d'une impossibilité manifeste. Cela avait été une ambition aussi téméraire et irréalisable que la conquête des immenses océans de la Terre. C'est ainsi que Caroline Janice Cherry, alors je ne connais pas cette autrice, donc ça va être l'occasion, ouvre le cycle de l'Alliance Union, œuvre tentaculaire qui n'ambitionne rien de moins que nous conter quel chemin les humains traceront dans l'univers pour devenir une espèce spatiale. De vaisseaux exigus en microstations labyrinthiques, de météores en planètes inhospitalières, de conflits fratricides et inexpiables en rencontres extraterrestres plus souvent déconcertantes que belliqueuses, les enfants de la Terre se feront du ciel à petits pas tout d'abord, se feront fils du ciel, pardon, à petits pas d'abord, puis par bond de géants. Bon, voilà. Et il y a deux romans qui composent ce volume. Alors, je ne sais pas s'il y aura, je pense qu'il y aura aussi, du coup, il y a des préfaces, souvent il y a des notes aussi assez importantes. Et du coup, je vais clore mon boucol qui est très très long sur ce livre. Normalement, oui, ça aura tenu jusqu'au bout. Donc, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces romans, si vous les avez lus. Vous pouvez mettre une pile à lire en commentaire à la fin, comme d'habitude, à la fin de chaque book haul. Je me dépêche parce que j'ai peur que le truc y coupe. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!